Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le thème du Proche et du Moyen-Orient depuis 1918 pour les séries L et ES et depuis 1945 pour les séries S. Il s'agit de la dernière partie à partir de 1979. Cette vidéo porte donc sur les permanences et les nouvelles conflictualités depuis 1979. Grand A, l'essor de l'islamisme radical et les interventions militaires. Premier point, la révolution islamique iranienne. On en parlait dans la vidéo précédente. En effet, depuis 1953, le Shah Mohammad Reza est au pouvoir en Iran grâce aux Américains. Il a transformé le pays en une monarchie pétrolière moderne et surarmée, encadrée par une police politique omnipotente. L'opposition, organisée en partie par les chiites, refuse l'occidentalisation du pays et porte ses espoirs sous l'ayatollah Khomeini en exil depuis 1964. Ainsi, en janvier 1979, la révolution chasse le Shah d'Iran et fonde une république islamiste, dirigée par l'ayatollah Khomeini, nommé alors le guide de la révolution. Ce dernier concentre tous les pouvoirs, et l'islam chiite, très hiérarchisé, fournit l'encadrement au nouveau système politique. Cette arrivée au pouvoir est un grave revers pour les États-Unis, qui perdent un allié précieux au moment où les Soviétiques interviennent en Afghanistan en décembre 1979, et c'est également une nouvelle menace pour Israël. Deuxième point, la guerre Iran-Irak, 1980-1988. L'Irak de Saddam Hussein, pays voisin, laïque, mais avec une forte majorité chiite, s'inquiète de ce bouleversement géopolitique et de la diffusion de la révolution islamiste. Il prend prétexte d'un conflit frontalier sur le châtel arabe pour déclencher la guerre le 22 septembre 1980. Les combats resteront cantonnés le long de la frontière ainsi qu'à une partie du golfe Persique. Aucun des deux adversaires ne parvient à l'emporter et la guerre Iran-Irak va durer 8 ans. Mais il paraît intéressant tout de même de s'intéresser à ce conflit très représentatif de la région. Tout d'abord, c'est un conflit pour le contrôle de ressources pétrolières. Les forces irakiennes cherchent à s'emparer de la raffinerie d'Abadan et de la région du Khouzistan, qui contient 90% du pétrole iranien. De plus, c'est un conflit pour le contrôle d'une zone stratégique. L'Irak revendique la souveraineté sur tout le châtel arabe, ce fleuve frontière étant le principal débouché du pays sur le golfe Persique. La délimitation de la frontière entre les deux pays a empoisonné leurs relations durant tout le XXe siècle. Troisièmement, un conflit qui oppose sunnites contre chiites. L'Iran est un État chiite. En Irak, les chiites sont également majoritaires, à 60%. Mais Saddam Hussein gouverne avec la minorité sunnite dont il est issu. Le régime de Khomeini l'inquiète car celui-ci cherche à pousser les chiites irakiens à se révolter contre lui. C'est un conflit qui oppose les Arabes contre les Perses. Le Khouzistan est une région à majorité arabe, comme l'Irak. En envahissant la région, Saddam Hussein voulait passer pour le sauveur d'une minorité arabe dominée par l'Iran, un pays où la majorité des habitants parlent le persan ou des langues proches. Mais son opération fut un échec. Ce conflit oppose également un religieux contre un militaire. En effet, l'Iran de Khomeini est une dictature religieuse islamique, alors que Saddam Hussein est un soldat nationaliste pour qui la religion joue un rôle secondaire. À la fin de la guerre, les Kurdes d'Irak prennent le parti de l'Iran et se révoltent contre Saddam Hussein. En conséquence, ils lancent l'opération Afnal, terrible répression irakienne en 1988 avec l'utilisation d'armes chimiques. Cette opération fait 50 000 à 100 000 morts. Quel bilan pour ce conflit qui aura duré 8 ans? En 1988, l'Iran et l'Irak acceptent un cessez-le-feu proposé par l'ONU. Les frontières restent inchangées, mais le bilan est terrible. Les villes du châtel arabe sont détruites, mais surtout, il y aurait entre 800 000 et 1,2 million de morts. Grand B, la fin de la guerre froide et les nouveaux arbitrages. Premier point, vers l'espoir du règlement du conflit israélo-palestinien. Israël se tourne vers le Liban, en guerre civile depuis 1975, où l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, y est fortement présente. Israël est alors appuyé par la Syrie et occupe le pays à partir de 1976.
Israël déclenche en 1982 l'opération Paix en Galilée. L'OLP est chassé de Beyrouth et Yasser Arafat, dirigeant de l'OLP, se réfugie à Tunis. Le sud du Liban passe sous le contrôle israélien jusqu'en 2000. Dans les territoires libanais occupés par l'armée israélienne, c'est l'escalade de la violence. Les populations pro-palestiniennes lancent la première intifada, en arabe cela signifie soulèvement, c'est-à-dire tous les mouvements d'opposition populaire contre l'armée israélienne. La première intifada, appelée également guerre des pierres, est lancée en 1987 et dure jusqu'en 1993. Elle fait plus de 1100 morts. En 1987, au début de cette intifada, est également créé le Hamas, un mouvement islamiste, constitué d'une branche politique et d'une branche armée, principalement actif à Gaza. L'intifada pousse alors le gouvernement israélien à négocier avec l'OLP, et cette dernière finit par accepter l'existence d'Israël avec la fin du soutien soviétique. Les négociations s'ouvrent à partir de 1991 à Madrid, qui aboutissent aux accords d'Oslo en 1993 entre Arafat, représentant de l'OLP, et Rabin, dirigeant israélien. Les accords d'Oslo tiennent en 3 points. Premier point, Israël et l'OLP se reconnaissent mutuellement. Deuxièmement, une autorité palestinienne et un parlement sont créés, gérant la bande de Gaza, une partie de la Cisjordanie, évacuée par Israël en 1995 dans le cadre de l'accord d'Oslo II, et dont Arafat devient président en 1996 avec son parti qui est le Fatah. Enfin, Israël s'engage à retirer ses troupes peu à peu des territoires autonomes. Deuxième point, la fin de la guerre froide et la guerre du Golfe. Avec la fin de la guerre froide, le Conseil de sécurité de l'ONU n'est plus paralysé par le veto des deux grands. Un nouvel ordre mondial semble pouvoir se mettre en place, fondé sur le droit, et la guerre du Golfe en est un exemple. En effet, comme vous le savez, nous l'avons déjà vu, le 2 août 1990, l'armée irakienne envahit le Koweït. Mais les causes sont à chercher dans la guerre contre l'Iran. En effet, l'Irak en sort ruiné, sa dette s'élève à 70 milliards de dollars. Seul le pétrole peut lui permettre d'y faire face. Ainsi, posséder le Koweït lui permettrait de doubler sa production pétrolière et de totaliser 18% des réserves mondiales, soit un chiffre proche de celui de l'Arabie saoudite. Cependant, le Koweït pratique une surproduction en refusant les quotas de l'OPEP et entraîne une baisse des prix du baril de 14 à 18 dollars. À ceci s'ajoute le traditionnel conflit frontalier sur le Châtel arabe, une zone pétrolifère au sud de l'Irak. De plus, il convient d'ajouter que le Koweït, ancien protectorat britannique jusqu'en 1961, est considéré par l'Irak comme une province historique du pays. L'URSS, l'allié traditionnel de l'Irak, ne le soutient pas et vote les résolutions défendues par les États-Unis devant l'ONU. Ainsi, le 16 janvier 1991, les troupes de l'ONU, menées par les États-Unis, déclenchent une opération Tempête du désert, une victoire éclair contre Saddam Hussein. Toutefois, il convient de signaler que la coalition menée par les Américains n'intervient pas alors que Saddam Hussein massacre les populations kurdes et chiites d'Irak en marge du conflit. Grand C, la montée de l'islamisme et l'impasse israélo-palestinienne. Premier point, l'islamisme politique et les interventions occidentales. L'islamisme est apparu en Égypte dans les années 1920 avec les frères musulmans. Il se diffuse en réaction à l'influence occidentale. L'objectif des organisations islamistes est de réislamiser les sociétés en s'appuyant sur la charia, la loi islamique, et sur l'idée de l'Umma, la formation d'une grande nation. L'islamisme peut être une doctrine révolutionnaire appelant à renverser des régimes jugés corrompus, mais il peut également être une doctrine conservatrice au service du pouvoir établi, comme c'est le cas en Arabie saoudite avec le wahhabisme. Jusque dans les années 1970, le nationalisme arabe redonnait aux populations une fierté et une identité. Mais l'échec de ce mouvement renforce les islamistes qui proposent une alternative à l'occidentalisation et à la sécularisation des sociétés musulmanes. La misère et la dictature favorisent la popularité des islamistes, qui pallient les carences de l'État par leur action sociale.
L'échec du nationalisme arabe est symbolisé par la défaite face à Israël en 1967 et est exploité par les islamistes, qui dénoncent une idéologie incapable de sortir le Moyen-Orient du sous-développement. Ce repli identitaire s'accompagne d'un fort sentiment anti-américain et anti-occidental, qui gagne les couches toujours plus importantes de la population. Le véritable point de départ de l'islamisme est la révolution en Iran. Il se diffuse ensuite dans les années 70 et 80 dans tout le Moyen-Orient et dans le reste du monde musulman. De même, des mouvements islamistes radicaux se créent autour de l'opposition à Israël. Avec la création du Hezbollah au Liban en 1982 et du Hamas en 1987. Dans les années 90, un autre type d'islamisme se diffuse, plus radical et sans réel projet politique, mais profondément anti-américain. C'est le cas de l'organisation internationale terroriste Al-Qaïda, signifiant la base, fondée en 1987 par des combattants islamistes arabes, les Moudjahidines, venus aider la guérilla afghane contre les Occidentaux. Ils multiplient des attentats, dont le plus célèbre est celui de New York le 11 septembre 2001. Les conséquences du 11 septembre marquent pour la région un tournant, dans la mesure où les Occidentaux interviennent directement au nom de la lutte contre le terrorisme et pour l'instauration de la démocratie. Cet interventionnisme, souvent perçu comme une nouvelle forme d'impérialisme, attise les tensions. On peut citer l'intervention des États-Unis en Afghanistan en octobre 2001 et également l'intervention en 2003. L'Irak est attaqué par une coalition dirigée par les États-Unis, accusée de soutenir le terrorisme et de fabriquer des armes de destruction massive. Saddam Hussein est arrêté en décembre 2003 et condamné à mort, puis exécuté en 2006. Dernier point, les espoirs déçus de règlement du conflit israélo-palestinien. En effet, les accords d'Oslo semblaient annoncer la paix et la création d'un État palestinien dans les territoires occupés. Il n'en est rien. Lors des négociations qui suivent, les désaccords se révèlent trop nombreux. Ils concernent le sort des colonies juives, l'emplacement des frontières, le partage de l'eau, le sort de Jérusalem ou encore le retour de la diaspora palestinienne. Dans son côté, l'Iran joue un rôle déstabilisateur en poursuivant son programme nucléaire dénoncé par les Occidentaux et Israël malgré quelques avancées récentes. En 2000 débute la seconde intifada, également appelée l'intifada al-Aqsa, au lendemain de la visite d'Ariel Sharon, dirigeant israélien sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Elle est encore plus meurtrière que la première. Israël y répond par une répression sanglante. Le siège de l'autorité palestinienne à Ramallah est en partie détruit par les bombardements israéliens en 2002 et Israël décide la construction d'un mur pour séparer les deux communautés. De plus, les divisions s'accentuent entre les partis palestiniens. En 2006, le Fatah, le parti traditionnel créé par Arafat, est battu aux élections par le Hamas, le parti islamiste. Le Hamas gouverne la bande de Gaza et le Fatah garde alors le contrôle de la Cisjordanie. La question palestinienne est toujours dans l'impasse. En 2009, Barack Obama avait appelé au Caire en vain à la fin de la colonisation juive des territoires occupés et à la reprise des négociations pour la création d'un État palestinien. Toutefois, en novembre 2012, l'autorité palestinienne a obtenu le statut d'État observateur à l'ONU. Seuls 9 pays ont voté contre, parmi lesquels Israël et les États-Unis. Il convient alors de conclure sur l'avenir très incertain de la région. En effet, en Afghanistan, les talibans, au pouvoir en 1996 et chassés par les Américains en 2001, sont toujours fortement implantés. En 2015, une vague de violence à Jérusalem acquiert le nom d'intifada au couteau dans les médias. Par ailleurs, on parle même d'intifada électronique pour faire référence au militantisme pro-palestinien sur Internet. Par ailleurs, le printemps arabe a un impact important sur l'ensemble de la région. Initié en Tunisie en décembre 2010 avec la chute de Ben Ali, il se poursuit au printemps 2011 avec la chute de Moubarak en Égypte et de Kadhafi en Libye. Mais ces pays sont aujourd'hui toujours très instables. Enfin, on ne peut oublier la Syrie, qui est enlisée dans une guerre civile doublée de l'expansion de Daesh, un groupe terroriste qui a pris possession d'une partie de la Syrie et de l'Irak et qui se fait désormais appeler l'État islamique. Et voilà,
Nous avons fait le tour du thème sur le Proche et le Moyen-Orient depuis 1918 pour les séries ES et L et depuis 1945 pour les séries scientifiques. J'espère que cette capsule vous sera utile. À bientôt!